Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Que de tentatives manquées de par le passé pour la levée de l'immunité parlementaire d'un certain nombre de députés. Barthélémy Cassa, Issa Salifou, pour ne citer que ces noms. Mais depuis l'inoubliable journée du 24 juillet, l'indéboulonnable verrou a été sauté. Vous en savez quelque chose. Comme par enchantement, les élus du peuple, dans leur grande majorité, ont offert à la représentation nationale les 2/3 de voix nécessaires, renvoyant du coup le père devant la justice pour répondre des faits à eux reprocher. La traversée aura été longue, mais à l'arrivée, la boîte de Pandore enfin ouverte. Levée d'immunité parlementaire en vue de poursuites judiciaires. La 7e législature, plus conséquente que les précédentes. Mesdames, Messieurs, c'est le thème en débat. C'est un instant décryptage et ce sera avec 2 hommes de droit, mais portant des casquettes d'analystes avérés. Vous allez les découvrir. À ma gauche, Maître Alain Oronla, avocat au barreau du Bénin. Il reste très au fait de l'actualité sociopolitique sur le continent. Maître Alain Oronla, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. En face de vous, Hilaire Kofidja, juriste, il est analyste politique. Hilaire Kofidja, bonjour. Bonjour Joël. Depuis le 24 juillet, c'est le sujet sur toutes les lèvres du citoyen lambda aux acteurs politiques, aux hommes de médias. La levée de l'immunité parlementaire. Longtemps attendu, c'est enfin chose faite. Et les appréciations vont dans tous les sens. Maître Alain Oronla, ce qui hier n'a pas marché, aujourd'hui l'est. Comment en est-on arrivé à ces résultats ? Pourquoi tant de difficultés de par le passé ? Tout d'un coup, on a comme l'impression que c'est arrivé comme avec un bâton magique. Je voudrais d'abord faire remarquer que la levée de l'immunité parlementaire fait partie des armes à disposition des pouvoirs publics, des députés, pour corriger ou limiter les effets pervers de l'impunité que nous avons toujours dénoncés. C'est vous dire que, en temps normal et en principe, il ne devrait pas y avoir des mois que les règles soient appliquées et que des députés qui pourraient trouver des choses à se reprocher à y répondre devant la justice. Ça, c'est le fonctionnement normal. Et je voudrais nuancer la thématique de l'émission, puisque vous parlez d'une 7e législature plus conséquente. Est-ce que c'est une interrogation ? C'est une interrogation. Ma mémoire ne fait pas défaut, mais n'est pas forcément au point. Il me semble que c'est la même législature qui a refusé la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Cassa aussi. Ça fait quelques nuances. Les présidents ne sont pas les mêmes, par exemple, ça compte. Aujourd'hui, on a 4 présidents encore en exercice, en plein dans l'Assemblée. Ce n'est pas rien. Non, chaque député, chaque voix. Un Tout à fait. député, une voix. Le président n'a pas voix prépondérante et donc il n'a pas de mérite particulier C'est à en son temps, on le citera. Les 2/3 réunis. Et comme argument, à l'époque, on disait qu'on n'allait pas livrer les leurs à la justice. Un peu comme pour dire à la vindicte populaire. C'est vrai que ce n'était pas un bel argument, mais c'est l'arbre qui cachait la forêt, parce que chacun de ces députés savait à quoi s'en tenir. Parce que pendant très longtemps, et toujours sous cette législature, le Parlement est considéré comme un refuge pour abriter des gens qui seraient en difficulté avec la loi. Aujourd'hui, il est acquis que cette période d'impunité est virtuellement terminée. Virtuellement terminée parce que il reste loin de la coupe aux lèvres concernant par exemple l'honorable Djenotin, qui, avant d'être honorable, était ministre de la République. Et que si les faits qu'on voudrait lui imputer s'avéraient, je crois que c'est sous sa casquette de ministre. Donc il y a encore un peu de procédure à faire. Pareil, ce qui est choquant, c'est que cette levée intervient quelques jours, pour ne pas dire que quelques heures, après le refus
de l'adoption Et là, du projet. vous parlez du contexte, on y revient avec votre permission. Ouais, On y enfin, revient. Oui, mais il est confident, oui. On s'interroge beaucoup. Le disent, si pour certains c'est évident, mais on se demande comment en est-on arrivé quand même à ces résultats. Hier, Maître Alain Rolla a rappelé quelques arguments ayant motivé l'échec de par le passé. Or, aujourd'hui, les contextes ont-ils véritablement changé pour motiver un tel résultat? Non, de prime abord, il faut reconnaître que l'immunité parlementaire est retenue par la loi pour protéger les députés. Parce que le troisième rôle qui est le plus difficile, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, c'est pour ne pas recevoir des coups. Donc, l'immunité parlementaire constitue un bouclier pour les députés. Même si, bon, pour moi, personnellement, je n'apprécie pas trop l'opportunité parce que, comme il le dit si bien, ça fait que, bon, ils se croient tout permis et parfois, bon, on les voit comme étant des délinquants en col blanc réfugiés au Parlement alors qu'ils ne sont pas sortis des bus de Jupiter. Nous sommes tous sortis par le même circuit, vous et moi, vous le savez. Et donc, cela dit, il y a quelque chose forcément qui a changé, qui a évolué. Bon, aujourd'hui, le pouvoir, le bâton exécutif a un talent et les reptilisations et nocturnes, les intrigues de couloir ont évolué dans la mesure où il faut forcément rendre des coups parce qu'en politique, vous donnez, vous recevez. Il y a eu forcément un préalable, une négociation, des négociés qui ont échoué dans la révision de la Constitution et l'amendement, le projet d'amendement a échoué. Et donc, vous aviez peut-être promis que vous allez faire le jeu, vous ne l'avez pas fait, on va vous faire la peau, c'est clair. Mais cela dit, la procédure n'a pas été viciée, n'a pas été biaisée. L'article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été respecté et il faut lever les immunités des uns et des autres. Parce qu'en Allemagne, on lève l'immunité des gens. En France, on le fait aussi. Même pour un délit de bagatelle, l'immunité parlementaire est enlevée. C'est chez nous ici qu'on en fait toute une histoire. Mais maintenant, est-ce que ce qu'on leur reproche, ce sont des faits avérés? On aura l'occasion de décortiquer tout ça tout le long de l'émission. Oui, Maître Alain Rolla, je parlais tout à l'heure, vous l'avez commencé, du contexte dans lequel est intervenu justement la levée de l'immunité parlementaire. Cela suscite beaucoup de réactions. Vous avez commencé la lecture. J'ai commencé par dire effectivement que l'application de textes nobles, d'abord, il faut nuancer. Je crois que c'est par abus de langage que nous parlons d'immunité. Parce qu'en réalité, l'immunité, c'est une immunité de parole. C'est-à-dire que le député ne peut pas être poursuivi dans l'expression, de quelque manière que ce soit, dans l'expression de sa position politique, de ses opinions face au gouvernement qu'il a pour mission de contrôler et qui ne contrôle jamais. Qui contrôle jamais. Il contrôle rien du tout. Il ne contrôle rien du tout. Mais là, c'est une autorisation de poursuite. Voilà, donc il faut que les choses soient bien claires. Alors, ça intervient dans un contexte suspect. Quelques jours, quelques heures après le rejet de la récidive de tentative de révision inopportune de notre Constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette levée concerne des députés d'un même bloc, c'est-à-dire de la minorité parlementaire, connue pour être en opposition ou en résistance face au pouvoir. Et il s'agit de députés, si je laisse de côté le cas de l'honorable Atao Renouho, et que je m'appesantis sur le cas de l'honorable Djenotin, qui avant cela était devenu ministre, qui fait l'objet d'accusations floues. Je dis d'accusations floues. Qu'est-ce que ça signifie, l'homme de droit qui parle, hein? J'y viendrai. Je crois quand même que quand on parle d'affaires politico-financières concernant des députés, il y a des noms plus emblématiques et plus symboliques. On sait par exemple qu'on reproche à l'honorable Kassa d'être mêlé à un détournement de fonds provenant de l'eau, etc., et qu'il ne s'est rien passé. On sait, par exemple, qu'il y a des députés, et ça, c'est les députés eux-mêmes qui se sont autoflagellés, qui sont concernés par des affaires de chantier mal construits ou mal conçus de l'Assemblée. On sait qu'il y a Maria Gleta, on sait qu'il y a Machine Agricole. Alors, pourquoi ces affaires plus anciennes et plus retentissantes n'ont pas donné lieu à une demande de levée d'immunité parlementaire, ce qui aurait été une belle réponse dans le cadre de la lutte contre la corruption? Parce que, c'est peut-être une coïncidence, mais il n'y a pas de hasard, parce que les concernés ont fait allégeance. Et que ceux qui sont poursuivis, c'est un fait, c'est un constat, font partie du bloc dur de la minorité
opposantes et résistantes. Donc, ce contexte et ces constats mettent un peu de suspicion sur la sincérité et la crédibilité de la recherche, du refus d'une impunité ou de la lutte contre la corruption. Ça donne l'impression qu'il s'agit d'un règlement de compte politique et une fois de plus, une instrumentalisation de la justice, de la Constitution, de nos lois pour régler des comptes politiques. Alors, lorsque vous dites ça donne l'impression, oui, des gants mis comme ça nous permet d'apprécier aussi autrement le dossier. Il est quotidien. Quand on sait que récemment, à Traoré en question, qui a vu son immunité levée, a d'une manière ou d'une autre fait allégeance au pouvoir à travers son vote. C'est la lecture que beaucoup en font, hein, à travers son vote pour accompagner cette réforme qui malheureusement n'aura pas prospéré par voie directe. Est-ce qu'on a un droit encore de continuer à penser que ce qui se joue là, c'est contre des acteurs politiques dits de l'opposition? D'abord, un fou n'atterrit pas en prison, mais dans un centre psychiatrique. Il faut que cela soit clair. Et un fou ne peut pas voter. Cela voudra dire qu'il n'est pas fou. Donc cela laisse présager toutes les suspicions dont vous parlez. Ce que je veux, je suis peiné de le dire, et le mal est profond, le malaise est viscéral. Et c'est dommage que c'est l'expression visible de la ruse, de la rage, j'aime pas trop ces termes. Mais et lorsque on veut lever l'immunité des gens et que c'est dirigé uniquement contre un bloc, donc de la minorité. Et bien que nous soyons juristes, on est un peu dans un flou juridique. Et pourquoi la lutte contre la corruption n'embrasse pas tout le système? Et moi, j'ai un problème contre cette lutte contre la corruption dans la mesure où le législateur punit et le corrupteur et le corrompu. Mais la plupart des chefs d'État africains sont corrompus. Et lorsque un corrompu mène une lutte contre la corruption, je ne suis pas... Je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas. C'est une appréciation d'ensemble. Mais lorsque vous devez rester collé au dossier dont on parle actuellement, les concernés, on leur reproche une mauvaise gestion des cas de malversation dont le montant sera évalué à près de 125 milliards. C'est quand même important. Oui, mais quand on prend par exemple le cas du député Djenotin, il était ministre, il était en fonction quand c'est arrivé. On doit pouvoir retourner au Parlement, puisque l'article 136 de la loi de la Constitution du 11 décembre 1990 exige le vote aux 2 tiers pour que sa poursuite soit autorisée devant la haute cour de justice. Donc là, ce n'est pas encore plié. Mais cela dit, moi, je voudrais bien voir. Les faits, on est en droit de comprendre ce qui s'est passé. Oui, l'homme est-il blanc comme neige ou oui, mais il a la main en tonchard? Il a eu l'opportunité de pour pouvoir le savoir, il faut bien qu'il aille devant la justice. Oui, c'est ça, j'ai dit. Je suis dans ce schéma-là. Mais ce que dit Maître Alain Ouroula n'est pas anodin. C'est le moment. C'est le moment choisi. C'est comme si l'homme avait promis jouer une partition par rapport à la révision de la Constitution et il a fait volte-face et donc il faut lui porter un coup sérieux. Sinon, on avait déjà annoncé ça pour les tenir, en difficulté, pour les mettre en difficulté, mais ils n'ont pas cédé, ils ont continué de toujours pas jouer leur partition et tout. Et puisque, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase est arrivée, on a choisi maintenant de décider de lever l'immunité. C'est le contexte, c'est le moment. On peut comprendre ce que vous dites. Maintenant, ça n'arrive qu'aux hommes de se tromper de choix, parfois de casting, à considérer que c'est ce qui est arrivé avec le gouvernement. Par rapport aux faits, est-ce qu'il ne faut pas maintenant pouvoir aller de l'avant? Mais excusez-moi, j'ai oublié. Oui. Mais lorsque on entend l'allocution de Djenotin qui appelle Dieu, ce qui est normal parce que lui-même, lorsqu'il a le dos quasiment au mur, reconnaît l'existence de Dieu, il indexe trop la commission d'enquête. Parce que la commission d'enquête n'est pas juge. Parce qu'il estime que, comme la commission d'enquête a estimé qu'ils n'ont rien trouvé de consistant pour pouvoir le poursuivre, non, la commission d'enquête n'est pas juge. Le juge, c'est celui qui dit le droit. Et c'est devant les tribunaux
Donc, qu'il cesse de croire que, puisque la commission d'enquête n'a pas trouvé d'éléments concordants susceptibles de retenir sa responsabilité, on ne devrait pas aller à la plénière jusqu'à lever son immunité. Bon, il faut partir de quelque part. Oui, maître Alain, là, par rapport à ma question. Joël, je vais vous livrer mon opinion de manière brute, et c'est constant. Je ne suis pas certain, je suis même certain du contraire, que plus de 1% de notre classe politique est à l'abri d'affaires. Vrai, réel. Je veux dire par là que notre pays est fondé sur la corruption. Merci. Il y a un président qui disait d'ailleurs, je ne sais plus lequel, que le mot corruption n'existe dans aucune de nos langues nationales. C'est-à-dire, c'est devenu une pratique normale. Notre pays est basé sur la corruption. Le président de la République l'a reconnu et a dit reconnaître son implication et sa participation active. Mais il ne s'est pas livré encore. Dans cette corruption qui retarde notre pays, qui le gangrène. Et au lieu que ce soit... engagé à tourner la page. Oui, mais à tourner la page, on dit charité bien ordonnée commence par soi. Et au lieu que ce soit la vertu et l'engagement politique qui conduisent l'action politique, la corruption est devenue le moteur et l'ascenseur de l'évolution en politique avec son corollaire, le chantage. Qu'est-ce que ça dit? Si la plupart des députés qui se sont réfugiés à l'Assemblée n'avaient rien à se reprocher, je suis persuadé qu'ils auraient résisté au pouvoir en place et qu'ils auraient expliqué au président de la République qu'il va trop vite et trop loin dans les méthodes de gouvernance. Oui, mais j'en suis persuadé, ne serait-ce que par le jeu politicien. Le jeu politicien qui consiste à marchander son soutien pour voter un budget, à marchander son soutien pour ci et pour ça. C'est pas un pays comme le Bénin qui va donner des députés très vite acquis à un régime s'il n'y avait pas une épée de Damoclès. Et c'est cette peur du gendarme des poursuites orientées qui motive l'adhésion de ce bloc dit de la majorité parlementaire. La preuve en est que ils sont provisoirement à l'abri, mais je connais le président de la République, fin stratège qui finira par finir avec eux pour traquer ceux qui ne sont pas dans les rangs. Ce que je veux dire par là concrètement, je ne pense pas que ceux qui sont poursuivis soient blancs comme neige. Je ne le pense pas, tout en reconnaissant et en respectant la présomption d'innocence. Mais là où le combat est biaisé et donc doit être dénoncé, nous avons de notoriété publique des autorités plus impliquées dans des affaires plus retentissantes et plus clairement formulées comme accusation, dont on ne demande pas la levée de l'immunité parlementaire. Parce qu'ils ont fait allégeance. Ça s'appelle une application distributive de la loi et donc qui détourne la loi et la justice et la lutte contre la corruption de ces nobles finalités, de ces nobles objectifs pour devenir, une fois de plus, une arme, un instrument qui permet au président de la République et à ses ministres de châtier ceux qui ont probablement et certainement des choses à se reprocher, mais pas pour les faits qu'ils auraient commis dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction, mais pour leur indiscipline par rapport à la volonté politique affichée par le régime. Vous voyez à travers l'acte beaucoup plus un acte de soumission que d'engagement à une lutte qui, somme toute, constitue une salubrité dont le bénéficiaire, le grand, reste la nation béninoise. Non, vous savez quoi, le pouvoir en place est en train de surfer sur le talent d'Achille. Et comme il le dit si bien, aucun d'eux n'est propre. Je dis bien aucun d'eux n'est propre. On a des affaires plus retentissantes dont les autorités concernées la levée, on n'a pas encore vu l'immunité levée. Et moi, ce qui me gêne, ça me fait penser à cet auteur qui dit que lorsque les poursuites au pénal sont motivées par des considérations politiques, cela est tout à fait un peu malsain. Mais il y a une vérité universelle qu'on ne peut pas occulter ici, aujourd'hui, c'est que c'est une bonne chose. C'est-à-dire, il faudrait qu'on commence par lever
l'immunité des députés pour que notre Parlement cesse d'être un refuge pour des délinquants en col blanc. Joël, soyons sincères. Soyons sincères. Les policiers sont plus habilités à appréhender les menus frétins dans les rues, dans leurs maisons et tout ça. Et puis bon, et quand on écoute le discours prononcé au Parlement de Bako et de Djenouté, laissez-moi vous dire qu'ils n'ont qu'à garder l'énergie pour le juge. Parce que tout porte à croire qu'ils sont en faute. Ils ont peur. Sinon, lever mon immunité ne devrait pas me faire peur. Lever mon immunité ne devrait pas me fâcher. Je devrais pouvoir être à même de répondre. Et lorsqu'on va jusqu'à déjà citer la présence de M. Patrick Athanase Guillaume, parce que c'est ce qu'il était en ce moment à la commission d'intrant et accompagné de son alter ego, Bokor et tout ça, cela voudra dire qu'à tout moment, le juge pourrait interpeller et d'autres ténors de ce pays. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, la lutte est menée contre le bloc de la minorité. Et les députés qui se sont réfugiés et dans les jupons présidentiels, parce qu'ils ne voudraient pas être poursuivis, ne sont pas inquiétés. Mais c'est ce qu'ils oublient, la roue de l'histoire tourne. Et finalement, qu'on veuille ou non, puisqu'on a commencé par lever l'immunité des députés au Bénin, on finira par lever leur immunité un jour et ils vont passer. Vous ne pensez pas que ça reste une opération de charme ponctuelle, mais que ça pourra prospérer dans le temps? Non, ça pourra prospérer. Ce que nous dénonçons ici, c'est juste le tempo, c'est tout. Ça pourra prospérer. Non, ça va prospérer. Maître Alain, c'est une procédure qui fait tache d'huile. Un acte qui restera dans l'histoire, mais un acte qui pourra se répéter à la longue. Mais écoutez, l'idéal serait qu'on n'ait pas à lever l'immunité d'un député, comme on le dit, ou à autoriser des poursuites, ou que ça reste exceptionnel, lorsque le choix est bien fait à la base. C'est-à-dire si des politiciens, des candidats vertueux sont choisis. Voilà. Nous en sommes là, malheureusement, parce que ça fait partie, je vous l'ai dit, de la vertu et de l'ascension politique. C'est-à-dire que c'est pas forcément des modèles qu'on envoie là-bas, et c'est ça qui fragilise la démocratie. Donc, moi, je souhaite que ça reste exceptionnel et que tous citoyens, y compris nos premiers représentants, puissent se mettre à la disposition de la justice. Dans un pays où même les députés craignent la justice, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Parce qu'on ne devrait pas craindre la justice. Et Maître Alain Rolla, c'est un point capital que nous touchons là. Le point capital, tout à fait. J'allais poser la question à Kofidja qui demandait aux conseillers de garder leur énergie. Et cette phrase me renvoie à la réaction de Guy Mitokwe, lui qui s'est abstenu. Et sa réaction a retenu aussi l'attention. Mais en même temps, il s'est expliqué qu'il s'est abstenu simplement parce que lui n'a pas confiance. Et pour ne pas dire ou mal dire ce qu'il a dit, je cite quelques pans de son intervention. Il dit « Je ne remets pas en cause la qualité de tous nos juges. Je ne remets pas en cause tout l'appareil judiciaire. Mais certains juges sont teintés. Et ça craint pour ce qu'on a vu par le passé. Et pour ça, je n'ai pas confiance, donc je ne pose pas l'acte. » Vous savez, dans la chaîne judiciaire, nous avons deux types de juges. Il y a le juge assis, qui est indépendant, et le juge debout. Celui qui représente le ministère public, donc qui défend l'intérêt de la société, dont l'indépendance est plus ou moins relative, ou du moins de façon pratique n'est pas du tout indépendant, parce qu'il fait le jeu du pouvoir en place. Vous voyez, j'ai vu le président du patronat, M. Adjavon, Sébastien, devant la juridiction. Lui n'avait pas d'immunité, on n'a pas levé son immunité, mais on l'a traîné dans la boue jusqu'à ce qu'il soit allé devant un juge. Mais dans le cas d'espèce, le droit a été dit. Mais on n'a pas fait confiance à la justice dans le cas d'espèce. On n'a pas fait confiance à la justice dans le cas d'espèce. Si on ne fait pas confiance à la justice, si la justice ne méritait pas la confiance, alors là, le président du patronat à ce jour serait en prison. Bon, maintenant, lorsque le pouvoir en place décide de porter un coup sérieux, de vous donner un coup, comme le cas Métaillon, est atypique, c'est particulier. C'est un coup, on a voulu lui donner, il faut te taire, tu parles trop, tu nous perturbes, tu nous gênes, donc repose-toi un peu là-bas. Maintenant, on va sortir, ça c'est sûr. Donc, ne prenons pas des cas atypiques, des cas particuliers pour généraliser. Donc, moi, je fais confiance à la justice. Ils doivent y aller. Et ceux qui citent... je fais confiance à la justice de mon pays. Le cas à Taorenoro, parlant d'assez... Ça aussi, c'est un coup. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tourner dos au chef de l'exécutif.
alors qu'il veut juste avoir quelques intérêts ou quelques mets dans l'activité que vous menez. Vous menez l'activité, oui, vous menez l'activité avec un autre patron, un autre est arrivé, vous devez faire avec l'autre. Mais vous dites à l'autre, non, je ne veux pas. Et il vous dit, ah non, aujourd'hui c'est moi qui suis là. Aujourd'hui c'est moi qui suis là. Non, pourquoi il dit? Non, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit, c'est une affaire entre le président Talon et moi. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Pourquoi c'est une affaire entre les deux? C'est simplement parce que les deux ne sont pas arrivés à accorder leur violon par rapport aux autres. Même si la procédure n'a pas été jusqu'au bout, mais beaucoup ont pensé. Mais les médicaments hier n'étaient pas faux. Beaucoup ont pensé. Au moment où il soutenait Talon, les médicaments n'étaient pas faux. Au moment où il soutenait Talon, pendant l'élection, les médicaments n'étaient pas faux. Les médicaments sont devenus subitement faux après que les deux ont eu manière partie. Que les mises en cause aujourd'hui peuvent garder la tête sur les épaules et aller face à la justice. Non, c'est ce qui doit être fait. Sauf si ils ont peur de la justice. Moi, je leur conseillerais simplement de pasticher ou de copier et la politique ou le choix de celui qui a pris par la maladie. Maître Alain Orula, aujourd'hui, c'est quand même paradoxal que la crainte hier, ce sont les citoyens lambda qui doutent de la justice, qui clament, qui accroient que selon que vous soyez d'un certain rang social, la justice vous est favorable ou non. Et on a tout fait de leur rétorquer non. Soyez droit dans vos bottes, si vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien, la justice reconnaîtra à sa juste valeur qui vous êtes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la peur a gravi les échelles. Et qu'au sommet même, ce ne sont pas des frissons, mais des peurs bleues qui envahissent la cité. Que se passe-t-il et pourquoi cela? Écoutez, vous posez une problématique qui a besoin de sérénité. C'est une considération d'ordre social. D'abord, je vais vous dire, si je faisais confiance à la justice des hommes, quelle qu'elle soit, je ne serais pas dans le métier qui est le mien. C'est précisément, oui, bien sûr, c'est précisément parce que la justice des hommes n'est pas forcément équitable, n'est pas fiable, est faite de parti pris qu'il faut prendre des précautions. Et ce qui caractérise des justices comme les nôtres, c'est-à-dire des justices tropicales, pour ne pas dire bananières, c'est d'abord que la justice est un engrenage. Quand on glisse et que le système fonctionne, même bien avec la meilleure des volontés, vous pouvez y laisser des plumes. C'est-à-dire que, forcément, vous êtes présumé innocent, mais ça n'empêche que vous alliez séjourner en prison avant que votre innocence soit rétablie. C'est déjà suffisamment lourd pour que on n'aille pas mettre son doigt dans la justice. Ensuite, c'est toujours une analyse. Les grands de notre pays le savent si bien que quand on leur adresse une convocation, s'ils ne prennent pas la clé des champs, ils votent des lois pour ne pas avoir à répondre automatiquement devant la justice, qui ne s'exerce et ne s'abat que sur les menus frétins, les pauvres qu'on peut prendre n'importe comment, et on sait comment ça fonctionne, quelle que soit la confiance que je fais aux animateurs de notre justice, qui, paradoxalement, je veux parler des magistrats, il y a nous autres, il y a les greffiers, qui aujourd'hui sont les premiers à dénoncer la vassalisation et la caporalisation de la maison justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sur un plan politique, ou pour ne pas dire dans la conduite des affaires publiques, le régime en place démontre chaque jour sa volonté de faire main basse sur l'institution justice et veut être obéi, c'est clair. Comment voulez-vous que un citoyen, même honorable ou honoré, naguère, soit serein lorsque le pouvoir exécutif qui tente de contrôler la maison justice demande d'aller y répondre? C'est biaisé. C'est pour ça qu'il y a des inquiétudes. Si ces honorables pouvaient avoir la garantie qu'ils ne seront pas privés de liberté, ils se défendraient et laveraient leur éventuel honneur dans l'opprobre qui leur aura été fait. Tout est devenu instrument, tout est si biaisé qu'on ne peut plus être serein, on ne peut plus faire confiance à la justice de son pays, et 100% de gens qui ont fait confiance à la justice de leur pays en sont revenus, croyez-moi. Ah oui, Gilles Kofidja a une intervention qui rappelle à suffisance la récente sortie de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. De leur bouche est sorti, Gilles Kofidja, le mot vassalisation de la justice. Et ils sont revenus sur la nouvelle coloration qu'a la CSM.
Oui, le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. J'ai écouté le président ami Dadaglo, Robert Dadaglo, prendre la parole et dénoncer cela. Et cela va de ce que, en fait, le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, son indépendance est toujours remise en cause, presque dans toute la démocratie. Parce que l'exécutif tient une partie, le ministère public. Et eux, ils sont en mission. J'ai été nommé, donc mon rôle, c'est d'écouter celui qui m'a mis là. C'est pourquoi les gens aujourd'hui ont peur. Sinon, que pour moi, la peur est une esbroufeuse. Avoir peur, c'est... Une fuite en avant. Une fuite en avant. Mais lorsque, sinon, c'est attirer, exactement, c'est attirer ce que vous craignez vers vous. Mais il est confident, ma question, justement, c'est à ce niveau. Lorsque, à ce niveau, oui, maintenant, on arrive à donner de la voix, mais que reste-t-il? Fut-il honorable? Oui, les magistrats se sont vus piégés. D'abord par le retrait du droit de grève et ensuite par des personnalités extérieures à leur corporation, mais qui veulent siéger. Donc, on veut tenir les magistrats par la queue, d'où leur indépendance en souffrance. Et c'est ce qui atteste de ce qu'ils sont vassalisés et qui fait que, bon, si donc les acteurs eux-mêmes dénoncent la main trop forte du pouvoir en place, et le justiciable n'a pas confiance, le justiciable a peur. Et si vous voyez déjà le timbre de la voix de l'honorable Djanotin et de Bako, ça a changé. Alors que lorsqu'ils étaient dans l'humidité financière, dans les différents postes et autres là, le volume était péremptoire et ça a changé. Et à travers toutes les phrases, on ne voit que Dieu. Je suis désolé, c'est la peur. Il faut les comprendre, les humains. Mais cela dit, ce que fait le pouvoir en place, c'est pas bien. Parce que ce qui aurait été bien, c'est de généraliser la lutte. Mais que les députés FCP ou ceux qui ont voté hier, qu'ils sachent que le tout vient, c'est prochain. Moi, je le leur annonce, ils vont y passer. Parce que ils doivent commencer même par se dire quand est-ce que je vais passer. Parce que c'est historique. Pour une fois, on a réussi à lever et on ne va pas s'arrêter aux députés de la minorité. Tel que ça se passe, je suis sûr que le tout prochain, c'est par rapport aux députés de la majorité présidentielle. En tout cas, c'est vous qui le dites. Quelle sera désormais la suite de ce dossier levé d'immunité consommée? Maître Alain Orula, les honorables députés devront commencer par préparer leur défense. C'est à ce qu'on peut le conseiller. Attends, Renourouet, dans la posture qui est la sienne, on annonçait dans les coulisses une sortie de son parti politique bien avant la levée de l'immunité parlementaire. Beaucoup se demandent qu'est-ce que cela va donner après ce vote-là, un ralliement, une donnée judiciaire mêlée à la politique. Le tableau, vous la prévoyez comment? On commence par Taoré Noho. Écoutez, bon, je ne veux pas donner l'impression de donner une consultation. Oh non, du tout pas. On fait des analyses ici. Une consultation juridique contraire à ma déontologie. Écoutez, tout est déjà mélangé. Tout. Oui, tout est. Il y a une confusion, il y a un mélange des genres. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a de la délinquance, il y a de la corruption et il y a du chantage. La preuve en est que l'honorable Taoré Nouro, qui avait de manière visible exhibé un bulletin rouge en avril 2017, a discrètement, mais on l'a vu aussi, donné procuration pour que ce soit un oui cette fois-ci. Comme quoi les déboires sont pédagogiques. Qu'est-ce qui va se passer? Les députés qui n'ont jamais été ministres sont maintenant à la disposition de la justice, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'objet de convocation. À tout moment. Oui, à tout moment, de garde à vue, de détention préventive, ou pourquoi pas, exceptionnellement, le principe, la liberté et le contrôle judiciaire. Voilà à ceux-là qui sont exposés. Maintenant, je me réjouis que le cas de l'honorable et du ministre Djanotin ne soit pas simple à résoudre. Parce que, en tant que résistants, vous savez, ils étaient au pouvoir, ils étaient aussi arrogants, ils étaient aussi péremptoires. Et de la modeste place qui est la mienne, j'ai mené une forme de résistance. Ce n'est pas une raison pour accompagner un régime qui veut reproduire le même schéma. Et non, ne dis pas ça, on n'est pas dans les mêmes schémas. Je dis qu'il veut reproduire. Moi, je parle quand même français. Mais vous prêtez des intentions. Je parle que des faits, des actes. Ça vous autorise à dire qu'ils veulent le faire? Je ne parle que des faits et que des actes.
Quand le bureau exécutif de l'UNAMAB sort pour dire il y a caporalisation, tentative de vassalisation, que j'observe, mais je ne veux pas dire non, je ne suis pas un idiot de la République. Je ne suis pas un chrétien. Donc ce que je veux dire, quel que soit ce qu'on peut avoir à reprocher à l'honorable Djenoutin, le citoyen Orunla trouve admirable qu'il y ait des gens qui, malgré la fragilité de leur position, de leur précarité, osent dire ce qu'ils pensent et osent dire non, on peut faire autrement. Il a plus mon respect que ceux qui se couchent pour pas avoir d'ennui, et ça c'est une jouissance précaire. Donc, je me réjouis qu'il y ait encore des obstacles à lever et des combats à mener pour parvenir à le terrasser, parce que il est porteur de la voix d'une minorité, pour ne pas dire une majorité silencieuse qui pense que il faut honorer ceux qui ont le courage de dire au chef on peut faire autrement. Oui, il est confident. Oui, mais avant de revenir sur les autres cas, le cas de Djenoutin, oui, mais ce n'était pas aussi trop posé de sa part. L'homme savait qu'il est dans le viseur de l'exécutif d'une manière ou d'une autre. Cette affaire a été agitée, ça fait un petit moment. Et que la poursuite judiciaire soit ensuite lancée, il savait. Et par la suite, on l'a toujours vu, vent debout, décriant, dénonçant. Est-ce que ce n'est pas donner soi-même sa tête à couper? Oui, Djenoutin faisait comme si c'était la formule libérer Barabbas et tuer Jésus. Donc, il se mettait dans la peau de Jésus et donc... vous le voyez dans la peau de Jésus? Oui, mais puis s'il estime qu'il est juste, on veut juste l'abattre, c'est parce qu'il ne fait pas le jeu du pouvoir en place et tout. Mais il a eu tout le temps de pousser le pouvoir à bout. De leur dire, non, si vous me touchez, je vais vous dénoncer. Ça c'était la dernière cartouche. Parce qu'avant, il parlait, mais il n'avait pas cité Bokor. Il n'avait pas cité Bokor, il n'avait pas cité la présence de Talon. Il n'avait pas estimé qu'il a été quand même un obstacle à leurs agissements par rapport aux intrants. C'est pourquoi aujourd'hui, on tente de lui taper dessus. Mais ce que je veux croire, c'est que personne n'échappe à cette lutte. C'est ce que nous devons souhaiter, que personne n'échappe à cette lutte. Et que, enfin, le tout des Badamassi, le tout des machines agricoles, le tout des passeports signés, l'Assemblée nationale, pour que notre denier public puisse rentrer dans la caisse de l'État et non dans la poche des individus. Puisque cette levée d'immunité, non seulement elle est historique, mais elle va se prolonger dans le temps. Et l'issue avec les concernés déjà, vous l'entrevoyez. Comment? Non, mais ils n'ont qu'à commencer par rechercher les avocats les bons. Parce qu'il y en a de médiocres. Il n'a qu'à rechercher les bons et se serrer vraiment les ceintures, parce que ça ne va pas être du tout facile. Le droit repose sur les faits. Et la qualification juridique dépend des deux éléments. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à craindre? Non, je veux dire que le cas d'Atao est atypique, parce que pour une fois, dans une république comme le Bénin, on a vu un fou voter. Même si Chesterton dit que le fou a tout perdu sauf la raison, sa raison est embrouillée. Mais il est en prison, et de sa prison, il a la lucidité de le trouver, de distinguer les émissaires du PRD, de ceux de la bloc de la minorité, et a pu rédiger une procuration en bonne et due forme. Cela voudra dire qu'en fait, il y a une réconciliation silencieuse qui, entre-temps, a été faite, et que, bon, pour te montrer que ce n'était pas toi seul qu'on va mêler à la boue, on va lever l'immunité des deux autres pour t'accompagner, et finalement, on va te livrer. On sait un peu comment la stratégie est profilée. Attends, on va retrouver sa liberté, parce que son vote n'est pas anodin, et son vote va recevoir une approbation, une gratitude, ça c'est clair. Et donc, vous voyez plus la politique que la justice dans ce qui je joue? Oui, mais il y a plus de non. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est motivé par des considérations politiques, ce qui se fait. Et c'est ce qui nous gêne et qui nous empêche, nous autres juristes, d'opiner, de ne dire que le droit. Alors, la roue tournera, annonce, il est Kofi Dia, l'observateur de l'actualité. Pense-t-il que c'est vrai, la roue finira par tourner? Et des dossiers que vous évoquez, sur lesquels le peuple est resté très attentif et continue de croiser les doigts, quelque chose pourra être fait. Écoutez, il faut toujours vivre d'espoir et d'espérance. Pour que la roue tourne, il faut la faire tourner. Et comment peut-on la faire tourner si nous allons à sens et à contresens? Nous, on fait partie de cette minorité résistante, représentant ou autoproclamée de cette majorité résiliente qui voudrait que chaque chose aille ou reste à sa place. La justice, elle est là pour départager les citoyens,
protéger les citoyens qui méritent protection, y compris même des politiques. Et pour ce faire, elle doit être indépendante. Son indépendance est affectée, son indépendance est infléchie, de sorte qu'elle ne peut plus jouer son rôle. Et finalement, la justice devient le dindon de la farce. Parce que ce qui est important, ce n'est pas celui qui rend la justice au nom du peuple béninois, mais c'est celui qui envoie le justiciable. Ne l'oubliez pas. Si on envoie un présumé innocent ou coupable devant la justice et qui a des faits qui démontrent qu'il a participé à ce qui lui est reproché, la sanction va tomber, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas la justice qui s'auto-saisit, c'est le pouvoir exécutif qui, en l'occurrence, fait le tri et la sélection de ceux qui doivent répondre en justice. Et c'est là où se trouve l'injustice, c'est là où se trouve l'arbitraire, c'est là où la justice est biaisée. Et malheureusement, c'est à ce petit jeu qu'on se livre. La roue tournera, forcément, pourvu qu'elle tourne dans le bon sens. Pourvu qu'elle tourne dans le bon sens, il est Kofi-Dia. Le Bénin, le voyez-vous en train d'écrire, une fois encore, une bien meilleure page de son histoire, ou là, une régression? Non, il y a un mal. Le voir, l'entendre et ne pas le dénoncer serait faire la politique de l'autruche. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, même si par le passé ça a échoué, on a assisté à des levées d'immunité, même si cela est conditionné par des coups politiques ou même si cela est motivé par des considérations politiques, il faut reconnaître qu'il faut un jour, il faut que ça commence un jour. Et ceux qui ont acté cela ne doivent pas pour autant se réjouir parce que dans leur camp, il y a trop de corrompus et de corrupteurs. Et même si on n'en détient pas les preuves aujourd'hui, comme le dit si bien Maître Alain Oronla, la roue de l'histoire tourne toujours. Ce n'est pas souvent, elle tourne toujours. Donc bientôt, on va assister à des interpellations en cascade de délinquants en col blanc. Et si la République peut mieux se porter et que les citoyens peuvent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes sur le même piédestal, nous sommes égaux en droit, ça c'est une chose à applaudir. Et même si le tempo n'est pas bon, c'est bien arrivé. Et que les gens cessent d'utiliser les plateaux de télévision parce que le citoyen lambda, lui, ne va pas sur un plateau dire je n'ai rien fait, je ne me reproche rien, je défie quiconque a fait ci, ça, et que Dieu a dit si, Dieu a fait quoi. Il faut laisser Dieu respirer un tout petit peu. Parce que nos actes nous rattrapent toujours. Malheureusement, on récolte toujours ce que l'on a semé. Et ça, on ne le sait pas. Lorsqu'on est en position de force, comme le font aujourd'hui ceux-ci, on oublie Dieu. Mais lorsqu'on tombe en position de faiblesse, le seul recours, l'ami véritable, devient Dieu. Laissez Dieu se reposer et que la République se porte bien. Que la République se porte bien. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien entendu l'avenir du Bénin. Le Bénin vu autrement, mais le Bénin révélé. Maître Alain Oronla, comment entrevoyez-vous le Bénin? Ce n'est pas moi qui le dis. Les nouvelles autorités l'ont promis à la nation, révéler le Bénin au monde entier. Maître Alain Oronla, les postures d'aujourd'hui rassurent-elles de ce que la marche, elle est certaine, où il faudra encore et davantage d'efforts? Écoutez, d'une manière ou d'une autre, c'est pas nos nouveaux dirigeants. Ça commence maintenant à faire un moment. Ah oui. On me dit simplement vous demander votre conclusion par rapport Ma conclusion, c'est que malheureusement, le Bénin se révèle dans ce qu'il a de plus noir et de plus obscur. Il est Kofi-Dia. Il est difficile de voir une fourmi noire, une fourmi sur une jarre noire dans la nuit noire. Mais il semble qu'aujourd'hui, la chose est faisable et le noir, si on peut le blanchir, on va pouvoir applaudir cela. Si le noir, on peut le blanchir? Oui, on va pouvoir applaudir cela. Mais il faudrait que cette lutte contre la corruption, qu'elle soit effective, qu'elle soit généralisée et qu'elle n'emporte pas seulement les députés de la bloc de la minorité, mais aussi les députés de la majorité présidentielle. Maître Alain Oronla, il est Kofi-Dia. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu ce jour sur un thème qui, pendant longtemps encore, fera beaucoup parler de lui. Ainsi va la vie, ainsi va l'actualité. 100% Bénin pour le numéro du jour, c'est terminé. Demain, c'est un autre jour. On se retrouvera toujours avec la même disponibilité pour vous servir. Merci pour votre attention. À très bientôt.